Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Science et Geek pour la correction de l'exercice sur la classification emboîtée. Donc ça a dû vous rappeler des exercices de la 6e notamment. Pour réaliser une classification emboîtée, il faut compléter un tableau de ce type en indiquant pour chaque espèce si les caractères indiqués en colonne sont ou non possédés par l'espèce en question. Donc, il faut prendre chaque espèce une par une et essayer de déterminer, à partir des documents que je vous avais donnés, pour chaque attribut, chaque caractère, s'il est possédé ou non. Par exemple, le pigeon a un squelette interne, on le voit sur l'image de droite, on coche la case. Son membre est en 3 parties, on coche la case. Sa mandibule présente un trou qu'on appelle une fenêtre mandibulaire. La mandibule, c'est la partie ici inférieure de la mâchoire. On coche. Le pigeon n'a pas de poils, on ne coche pas, il a des plumes, on coche. Il est important de bien réfléchir pour chaque caractère, pour chaque case. Parfois, vous avez tendance à aller un peu vite et on peut pas se dire vu toutes les cases qu'il y a, si j'en ai oublié une ou deux, c'est pas grave. On peut pas, parce que ça va fausser le résultat derrière. Donc il est bien important de considérer pour chaque espèce, chaque caractère. Faut pas aller trop vite. La carpe a un squelette interne, mais ses membres sont des nageoires rayonnées, donc il n'y a pas 3 parties. Pas de fenêtre sur la mandibule, pas de poils, pas de plumes. Le tigre a un squelette interne, un membre en 3 parties, pas de fenêtre mandibulaire, des poils, pas de plumes. Le crocodile a un squelette interne, un membre en 3 parties, une fenêtre mandibulaire, pas de poils, pas de plumes. Le cynornithosaure a un squelette interne, un membre en 3 parties, une fenêtre mandibulaire, pas de poils, des plumes. Et voilà, nous avons complété notre tableau. Alors ce tableau va être votre point de départ, votre source d'information pour construire la classification emboîtée. Et il faut lire ce tableau avec méthode. Je vous rappelle que chaque caractère est une boîte. Il y aura une boîte squelette interne, une boîte membre en 3 parties, une boîte fenêtre mandibulaire, une boîte poil et une boîte plume. Inutile d'en mettre plus, inutile d'en mettre moins, inutile d'en mettre d'autres. Il y a une correspondance entre votre classification emboîtée et ce tableau. Donc il faut être rigoureux. Il y a 5 boîtes, il va falloir choisir comment les emboîter judicieusement. Vous pouvez aussi observer les informations par ligne. Vous pouvez déduire de votre ligne pigeon, qui est ici, donc qui possède un squelette interne, un membre en 3 parties, une fenêtre mandibulaire et des plumes, 4 croix. Le pigeon sera dans 4 boîtes. Donc, ces 4 boîtes seront emboîtées. Reste à savoir comment. Évidemment. Donc ici, il fallait commencer par prendre l'attribut possédé par tous les êtres vivants de l'exercice, c'est-à-dire squelette interne. La boîte squelette interne contient tous les animaux que nous étudions, puisque vous avez coché cette case pour chacun d'eux. La carpe ne possède que cet attribut. Elle va donc être dans cette boîte, mais aucune autre. Les autres possèdent tous des membres en 3 parties. Il y a ceux qui ont une fenêtre mandibulaire et ceux qui ont des poils, au sein de cette famille, ceux qui ont des membres en 3 parties. Le tigre a des poils, il sera situé dans la boîte ici orange. Parmi ceux qui ont la fenêtre mandibulaire, il y a ceux qui ont des plumes. Il y a ceux, comme le crocodile, qui ont la fenêtre mandibulaire sans les plumes. Ça nous permet donc de trier crocodile dans la boîte verte et ici, pigeon et cynornithosaure dans la boîte violette.
Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez déjà corriger votre travail. Et revoir cette partie si vous n'avez pas tout compris. Alors, 2 petites remarques. Quand vous faites votre classification emboîtée, vous ne devez indiquer qu'une fois le nom de chaque animal. C'est-à-dire que le tigre, certes, a des poils, des membres en 3 parties et un squelette interne, mais en le mettant dans la boîte poils, il se retrouve automatiquement aussi dans la boîte membres en 3 parties et dans la boîte squelette interne. C'est le principe de la classification emboîtée. Vous ne devez pas renoter le nom de chaque animal dans la boîte où il se trouve. En l'ayant noté qu'une fois au bon endroit, il se retrouve dans toutes les boîtes qui correspondent. C'est important de bien faire comme ça. Deuxième chose, à la question « Quelle espèce est la plus proche parente du pigeon ?», avec cette classification emboîtée, on peut maintenant répondre que c'est le Cynornithosaure, puisque le pigeon et le Cynornithosaure possèdent un maximum de caractères communs: plumes, fenêtre mandibulaire, membres en 3 parties et squelette interne. Si le pigeon et le Cynornithosaure sont dans la même boîte, c'est qu'ils ont hérité d'un ancêtre commun, qui peut être ancien, de plusieurs millions ou dizaines de millions d'années, puisqu'on parle de l'histoire de la vie. Ils ont hérité d'un ancêtre commun, ces plumes, cette fenêtre mandibulaire, ce membre en 3 parties, et le squelette interne. Alors, c'est important de voir que tous ces attributs, ils sont héréditaires. D'accord ? Donc, si le crocodile, le pigeon et le Cynornithosaure ont une fenêtre mandibulaire, c'est qu'ils ont tous les 3 hérité de cette structure de la mandibule d'un ancêtre commun. On remonte un peu plus loin dans le temps là, puisque la fenêtre mandibulaire existait avant les plumes, puisque le crocodile ayant une fenêtre mandibulaire mais pas de plumes, montre bien qu'il y a eu une chronologie là. On peut aller plus loin, on peut dire le tigre, le crocodile, le pigeon et le Cynornithosaure, puisqu'ils ont tous les 4 un membre en 3 parties, ont tous les 4 un ancêtre commun qui leur a légué ce membre en 3 parties. Et cet ancêtre commun devait être encore plus ancien. Donc il y a une dimension chronologique qu'on va maintenant essayer de représenter sous forme de ce qu'on va appeler un arbre de parenté. Parce que cet arbre va montrer la parenté des espèces les unes par rapport aux autres, et aussi une certaine succession chronologique dans l'apparition des branches et des caractères. Alors construisons maintenant cet arbre de parenté. Sur cet arbre de parenté, nous allons représenter tout d'abord l'attribut le plus ancien, celui qui est possédé par tous les êtres vivants de l'exercice, à savoir le squelette interne. Donc, on a mis une première branche, avec en bas le squelette interne. Pourquoi en bas ? Parce que la dimension chronologique va s'exprimer du bas vers le haut. Donc le haut, ce sera le présent, et le bas, ce sera le passé. Il sera difficile de préciser exactement des âges sur cet arbre. On pourra essayer, mais ça sera toujours compliqué. Alors, dans notre exercice, nous avons vu que le squelette interne est un attribut qui est possédé par tous les êtres vivants, mais il y en a un qui n'a que cet attribut. La carpe. Donc, tout ce qui est au-dessus de l'étoile squelette interne, là, donc de l'apparition de ce caractère, eh bien, c'est une lignée qui possède le squelette interne. Donc la carpe possède le squelette interne. Sur l'autre branche, vous allez avoir toutes les espèces qui, elles aussi, possèdent le squelette interne, mais aussi le nouveau caractère qui va caractériser cette branche, à savoir le membre en 3 parties. Il y a un point particulier qui est l'intersection des 2 branches, la branche de la carpe et la branche de toutes les espèces qui auront donc ici le membre en 3 parties, c'est ce point rose qui représente le dernier ancêtre commun à la carpe et à toutes les espèces qui seront sur la branche de droite, à savoir le tigre, le crocodile, le pigeon et le Cynornithosaure. Donc les intersections des branches, les nœuds, sont des ancêtres communs. Les ancêtres communs,
à toutes les branches qui vont être situées au-dessus de ce point rose. Une nouvelle branche pour le groupe qui, tout en ayant les membres en 3 parties, a des poils, tandis que l'autre sera les espèces qui possèdent non pas les poils, mais la fenêtre mandibulaire. Le tigre sera sur la branche des espèces qui ont le caractère poil, et du côté de la fenêtre mandibulaire, on aura les autres. L'intersection entre les 2 branches sera le dernier ancêtre commun au tigre, au crocodile, au pigeon et au cynornithosaure. Dans le groupe de ceux qui ont une fenêtre mandibulaire, il y a ceux qui auront des plumes, et il y a ceux qui ne les auront pas. Il y a donc, à un moment, une bifurcation, 2 branches différentes se forment, celle du crocodile où il n'y a pas de plumes, et ces 2 branches ont bien un ancêtre commun, crocodile, pigeon, cynornithosaure, qui leur a légué tous les attributs qu'il possédait de ses ancêtres, fenêtre mandibulaire, membre en 3 parties, squelette interne, etc. Dans le groupe de ceux qui ont des plumes, il y a le cynornithosaure et le pigeon. Vous notez que le cynornithosaure a une branche plus courte que le pigeon. Il ne va pas jusqu'au présent, il ne va pas jusqu'en haut. C'est logique puisque c'est une espèce disparue. Donc, la succession des générations de cette espèce s'est interrompue, donc on interrompt la branche. Puisque c'est un petit peu ça qu'on pourrait imaginer, hein. Les branches là représentées en violet, en fait, c'est comme si chaque point du trait était une génération des individus qui se sont reproduits ensemble et qui ont permis à cette espèce de continuer à exister au fil du temps. D'accord ? C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer un arbre de parenté avec un arbre généalogique, c'est pas du tout la même structure, ça ne représente pas la même chose en fait. Une dernière remarque, vous pourriez me demander de vous montrer un fossile, par exemple, de l'ancêtre commun à la carpe, au tigre, au crocodile, au pigeon et au cynornithosaure, là, celui qui est tout en bas. Vous pourriez me dire, montrez-moi un fossile, comment on l'a appelé Et là, je serais bien embêté, parce que la logique nous permet de déduire que cet ancêtre commun a existé, mais si tant est que je trouvais un fossile qui remplisse tous les critères, qui ait le bon âge et qui possède les critères en question, à savoir un squelette interne mais pas de membre en 3 parties, etc., c'est pas marqué sur son front que c'est l'ancêtre commun. Surtout que son front, ça va être un front squelettique, parce qu'il va nous rester un fossile avec, dans le meilleur des cas, une structure osseuse assez complète, mais on pourra pas être sûr que c'est l'ancêtre commun en question. C'est-à-dire que, au niveau conceptuel, on sait qu'il existe, mais au niveau paléontologique, si tant est qu'on pouvait le trouver, on ne serait jamais sûr que c'est précisément lui, et pas une espèce sur une branche qui est isolée à droite ou à gauche et qui aurait disparu, ou qui ne fait pas partie de la lignée qu'on représente là, en fait, des lignées qu'on représente là. Donc les ancêtres communs, ils ont existé évidemment, mais on ne pourra jamais dire d'un fossile qu'il en est un, assurément à 100%. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne le dit pas, ça c'est plutôt un outil pour se représenter la façon dont l'évolution, l'apparition des caractères, les différentes branches s'agencent les unes par rapport aux autres, hein, la façon dont ça s'est passé en fait. Voilà. Et donc, pour terminer ce travail, quelques lignes de bilan. Donc, nous avons vu que pour retrouver des parentés entre espèces actuelles, fossiles, ou les deux, comme on l'a fait ici, on doit les comparer en utilisant des caractères précis. On ne peut pas utiliser n'importe quel caractère. Les caractères valables, entre guillemets, sont déterminés par les biologistes. Et oui, vous vous doutez bien que certains caractères n'ont pas de pertinence. La présence des taches à la surface du corps, par exemple, ou la couleur, le régime alimentaire, le milieu de vie, etc. Il y a beaucoup de ce qui pourrait paraître être un bon critère qui n'en est pas un. Donc les biologistes vont déterminer leurs propres critères qui sont
très grande majorité du temps des critères morphologiques. Plus les caractères communs sont nombreux entre deux espèces, plus leur parenté est proche. C'est logique, hein, on l'a vu dans l'arbre de parenté. Le pigeon et le cynornithosaure sont plus apparentés entre eux qu'avec la carpe parce qu'ils partagent davantage de caractères. Donc cette classification emboîtée que vous avez appris à faire en 6e, c'est un reflet de ces parentés. C'est ainsi que deux espèces apparentées, comme par exemple ici un kangourou ou un ours, ont évolué à partir d'un ancêtre commun qui leur a transmis les caractères qu'elles possèdent toutes les deux. Ici par exemple 4 membres, des poils, etc. Ce qui veut dire que les espèces en fait dérivent d'autres espèces. C'est ainsi que les espèces vont se former, à partir d'espèces préexistantes, en se transformant très progressivement au fil des générations. C'est ainsi qu'à partir d'une espèce ancestrale, chacune a acquis des caractères nouveaux qui vont les différencier l'une de l'autre. Si vous prenez les chauves-souris ici, à gauche, et les cachalots à droite, ce sont tous les deux des mammifères, ce qui veut dire qu'ils ont un ancêtre commun. Il est spectaculaire que ces deux espèces ne se ressemblent pas, mais il est aussi logique par rapport à ce qu'on a dit que en fait ils ont un ancêtre commun qui ne ressemblait probablement ni aux chauves-souris ni aux cachalots et qui leur a transmis tous les caractères ancestraux qu'ils possédaient, mais eux ont ensuite dans leur lignée respective acquis de nouveaux caractères. Donc on l'a dit, et c'est un petit peu la nouveauté de cette vidéo, on peut représenter cette évolution par un arbre de parenté. Quand on remonte vers le haut, on voyage dans le temps vers le présent. Les nœuds sont des ancêtres communs aux deux espèces. Par exemple ici, l'espèce 2 et l'espèce 1 partagent un ancêtre commun qui est à l'intersection de ces deux branches. L'espèce 2 a un caractère nouveau propre ici à E2. L'espèce 1 peut avoir, elle aussi, des caractères qui lui sont propres et qui vont justement permettre de les distinguer. Deux espèces partagent un caractère que leur ancêtre avait déjà, qui était apparu avant. Il faut se familiariser avec ce type de représentation, sa dimension chronologique et la notion de parenté que ça représente. Alors cet exercice, c'est quelque chose qui se poursuit toujours dans le monde de la recherche scientifique. Vous avez une représentation ici de, si je dis l'intégralité c'est peut-être exagéré, mais disons là des principaux groupes d'êtres vivants et de leur parenté. On appelle plus ça la classification un arbre de parenté, mais un arbre phylogénétique, c'est un petit peu la même notion, de tous les êtres vivants ici. Donc, les êtres vivants se divisent en 3 grands groupes, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Donc, eucaryotes, c'est les êtres vivants qui ont des cellules avec un noyau. Donc, vous savez que nous sommes des eucaryotes, donc nous sommes dans cette partie des eucaryotes. Je vous ai mis en lien dans le travail pour aujourd'hui donc une adresse qui vous permettra d'aller voir cet arbre phylogénétique de manière interactive, et je vous laisse le plaisir d'explorer un petit peu tout le monde vivant et de retrouver l'homme dans cette masse énorme de groupes d'êtres vivants. Parce que là, on représente vraiment que les groupes. Il y a tellement déjà de groupes que si on mettait en plus toutes les espèces, ce serait
illisible. Mais sur l'animation que je vous ai proposée dans le lien, vous pourrez aller voir la version interactive et vous rendre compte de l'extraordinaire diversité de la vie. Voilà, je vous laisse bien assimiler ça, revoir les passages de la vidéo que vous avez peut-être mal compris et me poser des questions si malgré tout il y a toujours des incompréhensions. Sachant que le prochain travail, ce sera justement de refaire une classification emboîtée et après ça de faire un arbre de parenté. Donc maîtrisez bien ça, ça vous simplifiera la tâche pour la prochaine fois. Voilà, je vous dis à bientôt.